je suis moins écrivain que musicien quand même, Ouais. mais j'aime beaucoup la pratique de l'écriture. Et j'essaye, oui, d'avoir à mon niveau, quoi, de le prendre au sérieux, quoi, d'avoir un protocole de travail ou un processus de travail qui m'amène quelque part, qui me fasse travailler vraiment, c'est-à-dire qui m'emmène à un endroit que je ne peux pas prévoir. Ça, c'est important pour moi. Comme je fais en musique. Je ne veux absolument pas réinterpréter à l'infini quelque chose que je sais déjà. Donc quand j'écris, je réfléchis. Et donc j'avance. Enfin, j'avance. Je recule peut-être, mais en tout cas je bouge. Quand rien nous arrive. Quand un rien nous arrive, si l'expérience d'un silence au second degré nous apprend à convertir le continu en vide, que sera l'expérience d'un bruit au second degré? Et que nous apprendra-t-il? Nous convertissons le continu en silence parce que nous y sommes obligés. Si le silence est une question de morphologie du son et d'échelle de temps, c'est aussi une question de survie. Autrement dit, sans conversion, pas de silence, et sans silence, pas de vide entre les sons indifférenciés, potentiellement signifiants, sans vide, pas de signe. Au bout du compte, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le silence au premier degré est théorique, idéal, le silence au deuxième degré est pratique, pragmatique. Puis il cessa de se demander quoi que ce fût, cessant en même temps de voir, quoiqu'il s'efforçât de garder les yeux ouverts et de se tenir le plus droit possible sur sa selle, tandis que l'espèce de vase sombre dans laquelle il lui semblait se mouvoir s'épaississait encore. Et il fit noir tout à fait. Et tout ce qu'il percevait maintenant, c'était le bruit, le martèlement monotone et multiple des sabots sur la route se répercutant, se multipliant, des centaines de milliers de sabots à présent, au point, comme le crépitement de la pluie, de s'effacer, se détruire lui-même, engendrant par sa continuité, son uniformité, comme une sorte de silence au deuxième degré, quelque chose de majestueux, monumental, le cheminement même du temps, c'est-à-dire invisible, immatériel, sans commencement, ni fin, ni repère, et au sein duquel il avait la sensation de se tenir, glacé, raide sur son cheval, lui aussi invisible dans le noir. Parmi les romanciers que je connais, Claude Simon, c'est un de ceux qui s'intéresse au son le plus. Et en plus dans des dimensions qui m'intéressent moi, c'est-à-dire le bruit de fond, la rumeur, la tension, le silence, le bruit, la relation entre la fatigue et l'écoute, des choses comme ça, le sommeil et l'écoute aussi. Et donc du coup, voilà, si tu me demandes pourquoi Claude Simon, c'est ma réponse, c'est direct, c'est ça. C'est même pour moi le romancier qui s'intéresse le plus à ça, que je connais. Vraiment, Claude Simon, c'est le son tel que j'essaie d'en parler dans mes textes, c'est vraiment le même. Voilà. Pierre Legendre, que signifie le vide pour l'homme? Nous savons qu'il faut du vide entre les lettres pour qu'il y ait des mots, et que sans la séparation des mots et des choses, il n'y aurait pas de vie de l'espèce humaine.
On sait que le son jamais ne s'arrête, pourtant nous connaissons l'expérience du silence. De la biologie quant au vide, d'une part le vide est le plein de tout ce qui, petit, ne nous intéresse pas, d'autre part, c'est une durée assez continue pour pouvoir être converti en vide, donc 1. Le silence est plein de merde. 2. Le silence est ce qui est assez continu pour être converti en vide. 1. Tire le silence du côté du bruit gênant, de l'indésirable et même de la douleur. 2. Tire le silence du côté du bruit de fond, c'est-à-dire du fond sonore du sonore. Sans s'épuiser l'un l'autre, 1 et 2 se croisent sur l'ennuyeux. Émerger. Thelonious Monk a dit cette phrase, il fait toujours nuit, sinon on n'aurait pas besoin de lumière. Cette phrase, c'est un peu l'écriture des astres, comme si Blanchot avait été un jazzman. C'est porté sur la sinus. J'ai complètement oublié le texte. J'écoutais plus. Alors, ça aussi, effectivement, je pense à la sinus, mais il y a aussi les perturbations, évidemment. Enfin voilà, il y a aussi tout ce qu'on. On a eu cette discussion aussi, qu'est-ce qu'on écoute quand on écoute de la musique, et quand il y a du texte, et comment l'un peut aller avec l'autre, ou au contraire. Peut-être faire comme un switch en fait, de type d'attention pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Des fois tu peux plus entendre. En plus là, il y a c'est quoi ce traitement sur c'est qui le mec qui parle? Oui, est-ce que tu peux parler de comment tu as traité la voix en fait de... c'est qui le mec? Ouais, c'est une voix de synthèse que j'ai achetée exprès. À la radio, j'ai beaucoup travaillé avec des comédiens. Ouais. Un peu toujours les mêmes d'ailleurs. Des gens que j'aime bien. J'aime beaucoup les comédiens. Je suis assez admiratif des gens qui savent lire, qui savent dire des textes, parce que moi je me sens très mauvais. Même si ça m'arrive, alors quand ça m'est arrivé de faire ce que j'ai fait là, avec d'autres textes, de le faire moi. Et alors, j'en suis sûr, pour l'avoir fait plusieurs fois, quand je lis pas, c'est-à-dire quand j'improvise autour de la trame du texte, je peux être pas trop mauvais, ça va. Mais quand je lis, c'est une catastrophe. Je sais pas lire. Je sais pas lire devant des gens, et même je pense que je sais pas lire à voix haute, même moi tout seul. Je
chose dans ma tête, de la même façon que je ne sais pas lire la musique. Quelles étaient les consignes que tu as données à Yog et Kat? C'est plus de la perturbation, c'est des perturbateurs, avec l'idée que ce soit quand même rare et qu'ils ne jouent pas pendant qu'il y a de la diffusion de son. Enfin, ils ne jouent que quand il n'y a rien ou quand il y a la voix de synthèse. Bruno, que j'appelle Didier. Quand un rien nous arrive, quand un rien nous arrive, quand un rien nous arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Quand un rien nous arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le un, il y a le nous, il y a le rien, il y a d'arriver. Il faut individuer ce rien, l'adresser, savoir quelque chose sur rien, et il faut qu'il arrive. Quand rien arrive et que rien ne peut arriver, ou plutôt, quand un rien arrive, malgré que l'on sache que rien ne peut jamais arriver, ça crie. Si seulement je pouvais ne plus entendre cela, j'en serais bien soulagé. Quoi donc, mon cher? N'entendez-vous rien? N'entendez-vous pas cette terrible voix qui crie tout autour de l'horizon et qu'on appelle d'habitude silence? Et moi, ce que j'ai trouvé aussi super intéressant, c'était un peu toute cette histoire de layers, non, de stratification. Ouais. Bon, je pense que dans n'importe quelle pièce de musique, chacun fait son chemin. Mais là, ça les titillait plus, comment dire, des divergences sûrement. À des moments, quelqu'un était en train d'écouter plutôt la musique, l'autre il faisait plutôt... En fait, je voulais que le but de ça, c'est que ce qui se passe dans ma tête, quand je le fais, et puis dans la tête des auditeurs, c'est un peu ce dont ça parle. Voilà, c'est un peu ça le but. Un peu. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi de la question d'écouter le silence, en fait? Comme dans le silence, souvent, la hiérarchie se fait plus par vraiment ta perception. Je ne dis pas que ça ne se passe pas comme ça dans une pièce de musique, mais il y a une sorte de volonté dans une pièce de musique qui... Oui, mais là le thème, c'est pas le silence, c'est le bruit, et mon idée un peu centrale, c'est, pour aller très vite, c'est de dire que quand quelque chose arrive et qu'on ne peut pas le nommer, c'est pas exactement ça. Ça fait du bruit dans la tête. Ou on le fout à la poubelle d'une façon ou d'une autre, ou on travaille pour arriver à le nommer finalement, ou on bataille sans fin. Comme le texte de Lenz, il est génial pour ça, parce que Lenz de Buchner dit que finalement le bruit de fond, c'est un cri. Et comment je l'explique, c'est que tu sais plus si c'est un silence ou du bruit, et que dans ta tête, ça fait silence, bruit, ça fait une sorte de Larsen, ça va à toute vitesse, et ça t'étouffe dans ce truc-là. Et il appelle ça un cri. Et du coup, à petite échelle, là,
avec tout ce qu'il y a à écouter, et puis on ne sait pas si c'est une conférence, un concert, machin, on ne peut pas nommer ce machin-là. Plus cette voix, on ne sait pas qui c'est. On peut pas, on s'en sort pas, quoi, et au final ça peut un peu crier, quoi, un peu. Plus les instrumentistes qui peuvent eux-mêmes pousser un. Je l'ai fait avec une cornemuse une fois. C'est quelque chose. Le bruit au second degré, c'est exactement ça. Quand la conversion du continu en vide s'est tellement rodée que par habitude on oublie qu'elle est faite et que l'on prend le vide comme un objet perçu de dehors, alors que tout nous mène à savoir que c'est impossible. Puis le bruit du retour au continu, le bruit presque douloureux d'avoir à le reconstituer si l'on tient à une efficace minimum de notre rapport à ce que l'on n'est pas, mais aussi à ce que l'on est, par exemple ce qu'on appelle le corps. Le B2, c'est la fureur violente de l'opération incessante du continu dans le discontinu et du discontinu dans le continu. Ça fait du bruit, mais un drôle de bruit. Leibniz, il est permis de considérer le repos comme un mouvement infiniment petit et la coïncidence comme une distance infiniment petite et l'égalité comme la dernière des inégalités, etc. Car les corps ne recevraient point de mouvement dans le choc, suivant les lois qu'on y remarque, s'ils n'avaient déjà du mouvement en eux. Fin de citation. On a parlé de choses assez à côté du principal, mais c'est pas mal.